Au Québec, ce sont 200 000 jeunes d'âge scolaire qui vont à l'école en étant sous-alimentés, selon l'IRIS. Selon l'organisme, le Québec et les autres provinces canadiennes tirent de l'arrière en ce qui concerne l'alimentation scolaire. L'IRIS soutient qu'en moyenne, dans les pays à revenus élevés, c'est 61 % des enfants au primaire qui ont accès à un repas subventionné à leurs écoles, alors qu'au Canada, c'est 12 % seulement. Les taux de participation au programme d'alimentation scolaire là, dans les différents pays sont plus élevés quand le programme est universel que quand le programme tente de cibler les enfants défavorisés. Ça pourrait être utile pour toutes les familles, peut-être à faible revenu également. Au moins que les enfants aient un bon repas par jour. Le problème, c'est qu'un programme universel d'alimentation scolaire pour le million d'élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire au Québec coûterait 1,7 milliard de dollars par année, selon l'IRIS. Une proposition qui avait été écartée par le ministre de l'Éducation. Alors là, 1,4 milliard, ce n'est pas envisagé, 1,4 milliard. C'est aussi bien d'être honnête avec vous. Mais on a beaucoup augmenté l'aide alimentaire et l'objectif, c'est de continuer à l'augmenter. Bernard Drainville affirme que le Québec investit déjà plus de 50 millions de dollars par année à l'aide alimentaire scolaire. La coordonnatrice du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec réclame l'aide du fédéral dans ce dossier. Bien, le Canada, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas de programme d'alimentation scolaire national. Donc, ce qui fait que les provinces accusent des retards quand même assez importants. Mais il y a plein de pays dans le monde qui offrent ces programmes-là puis qui sont beaucoup moins riches que le Québec. Alors, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. L'IRIS propose au gouvernement de réduire les montants qui sont versés actuellement dans le Fonds des générations et de se servir de cet argent pour financer l'éventuel programme d'alimentation scolaire. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Anne Plourde, chercheuse à l'IRIS, on vous a vu dans le reportage. Madame Plourde, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'IRIS, Institut de recherche socio-économique, d'information socio-économique. On va regarder un tableau. Vous, le point de départ, c'est qu'on en fait, le Canada est le pays qui en fait le moins. Ça peut paraître étonnant pour les gens dans ce domaine-là. Quand on se compare, vous voyez le tableau, 61 % les pays à revenus élevés, là, on pense, c'est l'OCDE, par exemple, le G7, etc. Tous les pays, ça, c'est tous les pays 45, c'est même difficile à croire. Pays à faible revenu, et nous, 12 % Pourquoi le Canada en fait moins? C'est historique? Bien, ça, j'ai pas d'explication pour ça. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le Canada fait vraiment piètre figure à l'international en matière d'alimentation scolaire. Puis, en fait, ce qu'on constate, c'est que, loin d'être utopique, là, un programme comme ça, c'est la norme à l'international. C'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Puis ici, au Canada, au Québec, bien, en fait, les mesures qui existent, parce qu'il existe quand même des mesures au Québec, notamment des mesures d'aide alimentaire qui sont ciblées, qui tentent de cibler, en fait, les élèves les plus défavorisés. Ces mesures-là, ce qu'on constate, c'est qu'elles ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas suffisantes pour atteindre les élèves qui en ont réellement besoin. Mais je reste sur mon premier point. L'écart est tellement important avec les programmes au Canada, au Québec et ailleurs au Canada. Est-ce que c'est parce que les besoins sont moindres au Canada puis qu'il n'y a pas de programme? Bien, je pense pas qu'on pourrait dire ça parce que si on se compare avec des pays comme le Brésil, par exemple, ou les États-Unis, ou la France, ou la Finlande, en Finlande, on a un excellent programme d'alimentation scolaire universelle. Je pense pas qu'on peut dire ça. Il y a probablement, effectivement, des raisons historiques. Peut-être que le fait que le Canada soit une fédération et que c'est une compétence provinciale a pu jouer historiquement là, dans le fait qu'on n'a pas mis en place un programme comme celui-là. Et les besoins? Vous dites qu'il y a 200 000 élèves qui en ont besoin. Mais vous dites, pour répondre à ça, c'est mieux d'avoir un programme universel qui va donner un repas gratuit à tous les élèves le midi. Pourquoi? Pourquoi vous élargissez tant le cercle? Bien, premièrement, si on donne un programme universel, on est certain de rejoindre les enfants qui en ont le plus besoin. C'est sûr. C'est clair. Mais c'est pas seulement pour des raisons économiques qu'on mettrait en place un programme, ou c'est pas seulement pour les enfants les plus défavorisés.
qu'on mettrait en place un programme comme celui-là. Il y a aussi des raisons de santé publique. La mauvaise alimentation des enfants, c'est pas un problème qui est cantonné chez les enfants défavorisés. C'est un problème qu'on retrouve dans tous les milieux. Et donc, ça, c'est un problème qui pourrait être réglé en partie au moins par un repas sain par jour auprès de tous les élèves. Mais surtout, vous dites, si on en donne à tout le monde, ça permet de ne pas ostraciser les petits, les petites qui en ont vraiment besoin. Puis là, les camarades qui disent « Ah, toi, t'as ça, moi, j'ai pas ça. » Vous dites, c'est mieux qu'on soit égal tout le monde. Bien, effectivement. Puis c'est prouvé aussi que les programmes qui sont universels et qui sont gratuits, c'est ces programmes-là qui ont les plus grands bénéfices en matière de persévérance scolaire, de performance scolaire, en matière de santé publique aussi. Bon. Les gains qui sont faits pour la santé sont plus grands pour la société dans son ensemble quand on a un programme universel. Est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien? Dans la mesure où là, vous, si vous y allez vraiment le tout pour le tout, 1,7 milliard, votre proposition. Le ministre Drainville, vous avez entendu, a dit, bien voyons, on ne peut pas. Même lui parlait d'1,4. Il n'avait pas votre dernier chiffre. Est-ce qu'en visant trop large, ça ne découragera pas tous les gouvernements? Bien, à notre avis, au Québec, on est une société riche, hein, puis on l'a vu dans la plupart des sociétés riches, il y a des programmes qui existent d'alimentation scolaire. On pense qu'au Québec, on a les moyens de se payer un programme comme celui-là. Notamment, nous, ce qu'on recommande, c'est de réduire les versements qu'on fait dans le Fonds des générations. En ce moment, on verse des milliards de dollars chaque année dans ce fonds-là. On pense que réduire de moitié seulement les versements au Fonds des générations permettrait de dégager des fonds suffisants pour offrir un programme à l'ensemble des enfants et donc pour investir en quelque sorte dès maintenant dans les générations futures qui sont sur les bancs d'école en ce moment et qui ont des besoins là, criants déjà. Et si on trouvait une façon d'aider, parce que j'entends les gens dire, oui, mais les familles riches en ont pas besoin, pourquoi on donnerait à leurs enfants des repas gratuits? Est-ce qu'il y aurait une façon, vous avez imaginé une façon d'aider ceux qui en ont besoin sans les ostraciser, sans les... Bien, je vous dirais que ça fait des années que c'est ce qu'on essaie de faire au Québec. Là. Ouais. Les mesures qui existent en ce moment essaient d'éviter la stigmatisation, essaient de rejoindre les élèves défavorisés, mais ça ne fonctionne pas. Année après année, on constate qu'il y a des problèmes, qu'il y a des grandes inégalités entre les régions en termes d'accès à l'aide alimentaire, qu'il y a aussi des problèmes techniques pour être capable de retrouver ces enfants-là qui ont des besoins sans les stigmatiser. Et finalement, en bout de ligne, on se retrouve toujours avec des enfants qui ont des besoins et qui ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin, justement. Votre en terminant, le milliard 700 millions dont vous parlez, ça comprend également une augmentation de salaire des gens qui s'occupent des petits services de garde. Donc, il y a plus que simplement les repas, il faut quand même le dire. Oui, effectivement. 1,7 milliard, ça inclut un repas gratuit pour tous les enfants, mais ça inclut aussi un revenu viable pour les travailleuses et les travailleurs du programme. Ça inclut également le service de garde gratuit pour les élèves du primaire pendant la période des repas et ça inclut aussi des investissements pour un approvisionnement local et donc des injections... Manger local. Exactement. Si on avait seulement 30 des denrées du programme qui étaient achetées localement, ce serait 184 millions de dollars par année qu'on investirait dans notre économie locale auprès des agriculteurs. Et c'est pour les parents arrêter de faire des lunchs. Ah oui, ça c'est sûr que c'est aussi un avantage. Madame Plourde, merci beaucoup.